Mesdames et messieurs les présidents, chers collègues, chers amis, je me réjouis de prendre la parole ce jour et de participer, bien que virtuellement, aux travaux essentiels que conduit la JUCAF, pour partager et échanger sur nos méthodes de travail et la diffusion de nos jurisprudences. Je suis particulièrement heureux de ce rapprochement avec la Cour suprême du Canada, avec laquelle la Cour de cassation française entretient des liens au-delà même de la JUCAF et qui a tant à nous apprendre en matière de pédagogie et de communication judiciaire. Afin d'apporter ma contribution au débat, j'ai souhaité vous présenter deux arrêts majeurs rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 mai 2023. Leur portée en droit pénal de fond est importante et la méthodologie qui a été mise en œuvre pour les élaborer et les diffuser est symptomatique des réformes que nous avons entendu mener à la Cour de cassation. Ces décisions ont également connu un important retentissement au niveau international. En principe, la France ne juge pas les crimes commis à l'étranger par des étrangers sur des étrangers. Mais certaines exceptions ont été prévues pour des crimes particulièrement graves qui portent atteinte à des valeurs fondamentales universellement reconnues par la communauté internationale. Il s'agit d'empêcher que de tels crimes restent impunis. Tel est le cas des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. On parle alors de compétences universelles. Mais s'agissant des crimes contre l'humanité, les tribunaux français ne peuvent exercer cette compétence universelle que si plusieurs conditions sont réunies. Parmi ces conditions, il y en a deux qui étaient particulièrement discutées dans la première des deux affaires que j'évoque. La première condition, c'est que l'auteur des faits réside habituellement en France. La seconde, c'est que les faits soient punis non seulement par la loi française, mais aussi par la loi de l'État sur le territoire duquel ils ont été commis. C'est ce qu'on appelle la condition de double incrimination. Cette seconde condition n'est pas exigée lorsque cet État, ou l'État dont l'auteur des faits est ressortissant, a signé le traité instituant la Cour pénale internationale. Mais ici, cette condition s'appliquait car la Syrie n'a pas signé cette convention. Or, il n'est pas évident de savoir comment il faut interpréter cette notion de double incrimination lorsque l'infraction poursuivie est un crime contre l'humanité. En effet, ce qui caractérise ce type de crime, tel que défini par la loi française, c'est qu'il comprend à la fois un élément individuel, que nous pouvons appeler un sous-jacent, par exemple un meurtre ou un viol, et un élément contextuel, à savoir une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté. La question se pose donc de savoir s'il faut que la loi étrangère réprime spécifiquement cet élément contextuel ou s'il suffit qu'elle réprime les sous-jacents. Dans ces arrêts, la Cour de cassation commence par relever que les deux interprétations sont possibles. On peut en effet soutenir que l'élément contextuel fait partie intégrante de l'incrimination, de sorte qu'il n'est pas pris en compte, que s'il n'est pas pris en compte par le droit étranger, la condition de double incrimination n'est pas remplie. C'est d'ailleurs cet élément contextuel, c'est-à-dire, je le rappelle, une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté, qui justifie qu'on étende la compétence des juridictions françaises. Mais on peut soutenir, à l'inverse, que la loi française se borne à exiger que les faits soient réprimés dans l'État où ils ont été commis, sans tenir compte de la qualification sous laquelle ils pourraient être poursuivis. Or, les faits de viol et de meurtre sont réprimés en Syrie, même si la loi syrienne ne leur confère pas une gravité particulière lorsqu'ils sont commis en exécution d'un plan concerté. La rédaction du texte ne permettant pas de choisir entre ces deux interprétations, la Cour de cassation s'est reportée au débat parlementaire pour savoir ce qu'avait voulu précisément le législateur. Or, ces débats ont révélé que les parlementaires ont voulu donner à cette condition le même sens qu'en matière d'extradition, où l'on n'exige pas une identité de qualification. C'est donc la seconde interprétation que la Cour de cassation a retenue s'agissant de la compétence universelle. La Cour de cassation devait examiner également l'autre condition discutée,
à savoir celle de résidence habituelle en France. Cette notion n'est pas définie ni par la loi ni par la jurisprudence de la Chambre criminelle. Là aussi, la Cour de cassation s'est référée aux travaux parlementaires qui font apparaître que le législateur, qui voulait garantir l'existence d'un lien de rattachement suffisamment fort avec la France, s'est référé à la notion civile de résidence habituelle en droit de l'Union européenne. Le problème, c'est que cette notion n'est pas la même suivant qu'on se trouve par exemple en matière de divorce ou en matière de succession et qu'elle repose sur un faisceau d'indices. C'est cette méthode du faisceau d'indices que la Cour de cassation a appliquée ici en prenant en compte la durée actuelle ou prévisible du séjour, les conditions et les raisons de ce séjour, les liens matériels, sociaux ou professionnels de la personne concernée avec la France. Elle a ainsi choisi des indices qui sont en rapport avec la raison d'être de l'exigence de résidence habituelle. La condition de résidence habituelle n'était pas exigée dans l'autre affaire, car ce qui était poursuivi, c'était cette fois-ci des actes de torture. Or, la loi française, prise en exécution de la Convention de New York contre la torture, exige seulement que la personne poursuivie se soit trouvée sur le territoire français et non pas qu'elle y réside habituellement. Toutefois, cette convention internationale, ne s'applique qu'aux tortures infligées par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel. Et c'était un point discuté par les auteurs du pourvoi. Cette condition se comprend aisément, puisque ce sont les tortures infligées par les autorités en place qui risquent de demeurer impunies, et c'est ce risque d'impunité qui justifie la compétence d'autres États pour les poursuivre. Seulement, là aussi, la loi française pouvait être interprétée de plusieurs manières. On pouvait considérer qu'en renvoyant aux actes de torture mentionnés par la Convention de New York, la loi renvoyait à la définition matérielle de la torture sans tenir compte de la qualité de son auteur. Mais on pouvait considérer à l'inverse qu'en mentionnant les personnes coupables de torture au sens de la Convention, la loi se référait non seulement aux actes de torture, mais également à la qualité de leur auteur. C'est cette seconde interprétation que la Cour de cassation a suivie, mais il restait encore à déterminer ce qu'on devait entendre par agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel. Ici, la Cour s'est référée à l'interprétation donnée par le Comité international contre la torture, qui est chargé de veiller à l'application de la Convention. Or, ce comité, qui est donc un comité international, a retenu une interprétation large en estimant que la notion couvre toute entité non gouvernementale qui occupe le territoire sur lequel elle exerce une autorité quasi-gouvernementale. La Cour de cassation relève que cette définition large est aussi celle que la Cour suprême du Royaume-Uni a retenue dans un arrêt du 13 novembre 2019, Reeves-Taylor. Si j'ai choisi de vous parler de ces deux arrêts, ce n'est pas seulement parce qu'ils portent sur des questions qui intéressent tous les pays. C'est aussi parce qu'ils témoignent de l'intérêt qui s'attache à ce que la Cour de cassation développe la motivation de ces arrêts. Selon le mode traditionnel de motivation, la Cour se contentait d'énoncer l'interprétation du texte ou le principe applicable, puis de vérifier que la Cour d'appel l'avait ou non correctement appliqué, avant d'en déduire qu'elle s'était ou non trompée. Dans les affaires que je viens d'évoquer, ce mode classique de motivation aurait consisté à dire, par exemple, et sans plus d'explication, que la condition de double incrimination implique seulement que les faits de meurtre et de viol soient réprimés en série et que la Cour d'appel ayant constaté qu'il l'était, sa décision était justifiée sur ce point. Mais la Cour de cassation n'aurait pas alors énoncé les raisons pour lesquelles elle retenait cette interprétation. Désormais, elle énonce les raisons du principe. C'est ce que nous appelons la motivation enrichie. Elle ne le fait pas dans toutes les affaires, mais seulement dans les plus importantes d'entre elles, notamment celles dans lesquelles elle doit interpréter un texte qu'elle n'a jamais interprété, ou dans lesquelles elle modifie son interprétation, ou encore lorsqu'elle procède à un contrôle de proportionnalité au regard des textes européens. Deux raisons ont conduit la Cour de cassation à emprunter cette voie de la motivation enrichie.
La première tient au fait qu'elle assume mieux qu'auparavant son pouvoir normatif. La France a une tradition de légicentrisme assez forte, mais même en France, il est aujourd'hui largement admis que la loi doit être interprétée par le juge. Par ailleurs, celui-ci est de plus en plus souvent conduit à vérifier la conformité de cette loi avec des normes supranationales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de l'Union européenne ou avec la Constitution. S'oppose alors la question de la légitimité du juge pour exercer ce pouvoir normatif. L'un des facteurs de légitimité est précisément la motivation enrichie, qui fait apparaître que l'interprétation n'a pas été choisie sur un coup de tête, mais qu'elle est le fruit d'une décision collective où d'autres choix possibles ont été discutés et qu'une place très importante a été accordée aux travaux parlementaires. L'autre raison qui a conduit à adopter la motivation enrichie est que l'argument d'autorité ne suffit plus aujourd'hui. Je veux dire par là qu'on ne peut plus se contenter de dire qu'une interprétation est juste simplement parce que c'est la celle de la Cour de cassation. Il y a un phénomène général dans nos sociétés de ce qu'on pourrait appeler une horizontalisation des débats favorisée par le développement des réseaux sociaux. Ce phénomène touche aussi la justice. En France, il est alimenté notamment par les listes de discussion entre magistrats, par l'open data, c'est-à-dire par le projet de rendre toutes les décisions de toutes les juridictions accessibles à tous. D'où le risque que les interprétations de la Cour de cassation soient considérées comme des interprétations parmi d'autres et non comme celles qui s'imposent. La motivation enrichie est un moyen de conjurer ce risque. C'est dans le même esprit que la Cour de cassation a considérablement développé sa communication, à la fois pour faire connaître sa jurisprudence et pour montrer comment elle travaille. Dans les deux cas, la communication est de nature à renforcer la légitimité de la Cour aux yeux de nos concitoyens. En faisant connaître sa jurisprudence, la Cour montre que les problèmes qu'elle traite sont les problèmes qui concernent la vie de chacun, dans sa vie familiale ou sociale, ou dans ses relations professionnelles. Elle montre aussi que, dans chacun de ces aspects, la Cour de cassation se soucie de bien faire respecter les droits fondamentaux. Principe de discrimination, protection de la vie privée, liberté individuelle, etc. Pour faire connaître sa jurisprudence, la Cour recourt à de nombreux supports. Rapports annuels et bulletins officiels, ce sont des supports traditionnels, communiqués de presse, lettres électroniques des chambres et la lettre électronique internationale de la Cour, podcasts, etc. Mais la Cour de cassation veut aussi montrer comment elle travaille. C'est pourquoi sur son site on trouve de courtes vidéos sur les différents métiers de la Cour. C'est aussi pour cette raison qu'elle filme et diffuse la partie publique de ses audiences les plus importantes. Ce fut notamment le cas dans les deux affaires dont je vous ai parlé. La diffusion des audiences est entourée de garanties fortes. Elle se fait dans le respect des droits des parties, puisque leur avis préalable est recueilli, comme celui du procureur général. Aucune des personnes enregistrées ne peut voir son image ou sinon son identité identifiable si elle n'y a pas consenti avant le début de l'audience. Enfin, et c'est important, les arrêts les plus importants sont traduits en langue anglaise, de même que le communiqué de presse qui les accompagne. Nous traduisons une douzaine d'arrêts par trimestre, ce qui permet au fil du temps de constituer une base de données importante pour les juridictions, les professionnels et les universitaires étrangers, afin qu'ils puissent analyser nos méthodologies de travail. J'espère que ces éléments contribueront à vos discussions et travaux qui, je sais, seront d'une grande richesse et je suis impatient, pour ma part, de prendre connaissance des retours qui en seront faits. Je vous souhaite des échanges fructueux et j'ai hâte de vous accueillir en novembre à la Cour de cassation pour la réunion du bureau annuel de la JUCAF. À très bientôt donc.